qui avaient été disposés en rangées, espacés, pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous pliions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets, placés au pied des lits. La lumière était enveilleuse mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Élisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet pourtant. Même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel. Et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades. 2 fois par jour, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillon de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous. Quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tantes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entreobserver la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Deuxième partie, commission. Chapitre 2. Une chaise, une table, une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne, et en son centre, un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage d'où un œil a été extrait. Il a dû y avoir un lustre un jour. Ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait attacher une corde. Une fenêtre, 2 rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie, l'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes, et contempler cela. 2 rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol, qui est fait de bois, en latte étroite, d'un beau poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffon tressé. C'est le genre de style qui leur plaît. Art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leurs loisirs, à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin? Au mur, au-dessus de la chaise, un tableau. Encadré, mais sans verre. Une reproduction de fleurs, des iris bleus à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous toutes la même reproduction? La même chaise? Les mêmes rideaux blancs? Je me le demande. Matériel militaire réglementaire? Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait tante Lydia. Un lit, à une place, matelas semi-dur, recouvert d'une courte pointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans le lit, sauf dormir. Ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances, et j'ai l'intention de durer.
Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie, et pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas une fuite qu'ils craignent, nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même, si l'on dispose d'un objet tranchant. Voyons, hormis ces détails, ce pourrait être une chambre d'hôte d'université, destinée aux visiteurs les moins distingués, ou une chambre dans une pension de famille d'autrefois, pour dames aux moyens restreints. C'est ce que nous sommes maintenant. Nos moyens ont été restreints, pour celles de nous qui ont encore des moyens. Mais une chaise, du soleil, des fleurs, tout cela n'est pas à dédaigner. Je suis vivante, je vis, je respire. J'étends la main ouverte dans le soleil. Ce lieu où je suis n'est pas une prison, mais un privilège, comme disait tante Lydia, qui adorait les solutions extrêmes. La cloche qui mesure le temps sonne. Le temps est mesuré ici par des sonneries, comme jadis dans les couvents. Et comme dans un couvent, il y a peu de miroirs. Je me lève de la chaise. J'avance les pieds au soleil dans leurs souliers rouges, à talons plats pour ménager la colonne vertébrale, et pas pour aller danser. Les gants rouges sont posés sur le lit. Je les ramasse, les enfile à mes mains, un doigt après l'autre. Tout, sauf les ailes qui m'encadrent le visage, est rouge, la couleur du sang qui nous définit. La jupe descend jusqu'aux chevilles. Elle est ample, reprise dans un empiècement plat qui couvre les seins. Les manches sont larges. Les ailes blanches aussi sont réglementaires. Elles nous empêchent de voir, mais aussi d'être vues. Je n'ai jamais été à mon avantage en rouge. Ce n'est pas ma couleur. Je ramasse le panier à commission, le passe à mon bras. La porte de ma chambre, pas de ma chambre, je refuse de dire ma chambre, n'est pas verrouillée. En fait, elle ne ferme pas bien. Je sors dans le couloir ciré, qui est recouvert au milieu d'une bande de tapis vieux rose. Comme un sentier à travers la forêt, comme un tapis pour des personnages royaux. Il me montre la route. Le tapis tourne et descend l'escalier principal, et je le suis, une main sur la rampe, qui fut jadis un arbre, tourné en un autre siècle, frotté à en avoir acquis un lustre chaud. De fin d'époque victorienne, cette maison. Une maison familiale, construite pour une famille nombreuse, riche. Il y a une vieille horloge dans le vestibule, à égrener les heures. Puis la porte qui donne dans le grand salon maternel avec ses tons chers et ses allusions. Un salon où je ne m'assieds jamais. J'y reste debout, ou je m'agenouille. Au bout du vestibule, au-dessus de la porte d'entrée, il y a une imposte de verre coloré, des fleurs rouges et bleues. Il reste un miroir au mur du vestibule. Si je tourne la tête pour que les ailes blanches qui m'encadrent le visage dirigent mon regard vers lui, je le vois quand je descends l'escalier, rond, convexe, en trumeau, pareil à un œil de poisson, et moi dedans, ombre déformée, parodie de quelque chose, personnage de conte de fées en cape rouge, descendant vers un moment d'insouciance qui est identique au danger. Une sœur, trempée dans le sang. Au pied de l'escalier, il y a un porte-parapluie et chapeau, de ceux qui sont faits de bois courbé, avec de longs barreaux arrondis qui s'incurvent doucement vers le haut, en forme de fronde de fougère sur le point de s'ouvrir. Il contient plusieurs parapluies, un noir pour le commandant, un bleu pour l'épouse du commandant, et celui qui m'est affecté et qui est rouge. Je laisse le parapluie rouge à sa place, parce que j'ai vu par la fenêtre que le soleil brille. Je me demande si l'épouse du commandant est dans le salon. Elle ne reste pas tout le temps assise. Quelquefois je l'entends marcher de long en large, un pas lourd puis un pas léger, et le martèlement discret de sa canne sur le tapis vieux rose. Je parcours le vestibule, passe devant la porte du salon et celle qui mène à la salle à manger.
J'ouvre la porte à l'extérieur. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.